Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cet autre numéro de l'invité de la rédaction. Les 22 et 23 juin dernier, réunis à Paris, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement tablaient sur la nécessité d'arriver à un nouveau pacte financier mondial. Mettre à plat la finance mondiale dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce schéma, les pays du Sud sont les plus vulnérables. Ils contribuent au moins aux émissions de CO2. Pourtant, ils payent le lourd tribut lorsqu'il s'agit de pertes et dommages. Avec notre invité, nous allons revenir sur cette nécessaire transition énergétique. Hervé Azemza, bienvenue. Bonjour Adrienne, merci. Je suis ravi de compter parmi vos invités et je suis ravi aussi pour l'échange qui va suivre. Voilà, je tiens à préciser que vous êtes aguerri en matière d'énergie lorsqu'on parle d'environnement, puisque vous êtes détenteur d'un MBA spécialisé en gestion internationale des ressources et de l'environnement. Vous êtes à la base ingénieur en mécanique et conception, et le fait d'être directeur général de 2S Services, S2 Service. S2 Service. Oui, permet aujourd'hui que vous travaillez notamment sur les questions d'environnement, vous accompagnez les pays. Si on prend ne serait-ce que l'Afrique subsaharienne, vous avez une expérience que ce soit au niveau du Bénin, du Cameroun, du Togo, et plus récemment vous étiez du côté de la Sierra Leone où vous accompagnez justement les États dans cette transition énergétique. Maintenant, nous sommes réunis pour parler justement des Assises de Paris où il est question aujourd'hui de tabler sur, de mettre à plat la finance mondiale. Pensez-vous que les pays africains sont prêts pour cette transition? Alors, Paris, mettre à plat la finance mondiale, il faut dire que lorsqu'on parle de mettre à plat, on veut sortir du schéma de 1944 avec les institutions de Bretton Woods qui faisaient en sorte que le flux financier ou bien la finance mondiale était plus ou moins régi par les grandes puissances, où les pays du Sud, pour la plupart encore des colonies, étaient plutôt représentés lorsqu'il fallait échanger, discuter. Et la donne a changé. La donne a changé. Ces pays sont libres. Ces pays ont de nouveaux besoins. Ces pays font face à de nouveaux défis. Et le monde entier fait face aux défis du changement climatique ou bien du dérèglement climatique. Alors, la donne a changé. Il faut que tout le monde s'assiede sur la table aujourd'hui. Est-ce que ça va être réellement fait? Est-ce que nous allons rentrer dans un schéma onusien où, au niveau de la table, chaque pays membre a une voix? Je pense on est encore loin de là, mais nous sommes dans un schéma où tout le monde devra prendre part à la discussion. Nous sommes dans un schéma où il y a une urgence, stopper le réchauffement climatique. Et dans ce contexte-là, les pays du Sud qui sont évoqués ici, présentés aux premières lignes, non pas juste pour sourire, mais parce que ces pays-là subissent en premier les effets de ce dérèglement climatique-là. Mais ce sont aussi des pays qui font face à un problème de financement. Peuvent-ils se départir aujourd'hui de l'aide? Bon, je ne dirais pas qu'ils se sentent obligés de faire partie du débat parce qu'ils sont dans la nécessité, mais je regarderais plutôt dans l'autre sens. C'est parce que c'est dans les pays du Sud qu'on a le plus fort potentiel de lutte contre ces changements-là, le plus fort potentiel d'abattement. C'est-à-dire quoi? Le besoin de développement des pays du Sud leur donne deux trajectoires. On fait comme tout le monde l'a fait, c'est-à-dire avec autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut, juste parce qu'il faut se développer, ou on choisit une autre trajectoire qui est moins pollueuse et qui est soucieuse du climat, de l'environnement et de l'homme. Donc c'est pour ça que l'Afrique et les autres pays du Sud global doivent être sur la table. Ce n'est pas parce qu'ils ont forcément le plus besoin, mais c'est parce qu'ils sont la solution à l'équation. Donc il faut regarder ça dans ce sens-là. Ça veut dire que normalement, ces pays-là pourraient plutôt tirer leur épingle du jeu dans ce schéma-là. Voilà, donc moi je pense que c'est un nouveau tournant pour l'Afrique, c'est une nouvelle position et on a tout à y gagner parce que
nous sommes la solution. Nous sommes la solution parce qu'on peut encore aller vers un développement sobre, un développement respectueux de l'environnement, un développement qui correspond au pourcentage d'émissions, de réduction d'émissions que le monde veut atteindre. C'est clair que ça nécessite des moyens financiers que nous n'avons pas forcément. Mais pourquoi? Parce que le système financier mondial actuel ne nous permet pas d'évoluer, parce que nous avons de grosses dettes à rembourser aux institutions que nous connaissons. On va revenir sur cette logique dans cette spirale de surendettement des pays du Sud, dont le Cameroun, qui n'est pas épargné. Mais parlons d'économie verte, tout d'abord. Est-ce que c'est gage de développement durable ici? Absolument. Absolument, parce que beaucoup essayent de dissocier la question lutte contre la pauvreté, développement et économie verte. En fait, c'est une seule bataille. L'économie verte demande à ce qu'on se développe. Qu'il y ait un équilibre. Et qu'il y ait un équilibre entre le besoin de l'homme, de la société, mais la capacité de l'environnement à se régénérer, de façon à ce que nous ne puisions pas les ressources. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est même la seule solution, parce que ne pas le faire, c'est comme si on consumait tout son capital. Et voilà, et on se disait, bon, on verra ce qui va se passer après. Mais on sait que, puisqu'on subit les conséquences, on sait ce qui va se passer après si cette trajectoire n'est pas changée. La finance mondiale, dans sa configuration actuelle, ne permet pas, comme vous l'avez dit, aux pays du Sud d'émerger, parce qu'on est dans une logique de surendettement. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu le prolongement de la COP27 et la préparation de la COP28 que se prépare à accueillir Dubaï, parce que nous sommes à mi-chemin entre les deux. Paris veut peut-être compter dans des décisions qui seront certainement prises, mais est-ce qu'on peut penser que si en termes de financement, qu'il y aura quelque chose véritablement qui va changer, quand on sait que depuis la COP15, avec les promesses de financement, jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement le statu quo, mis à part le fait qu'à Paris, justement, le Sénégal s'en tire avec 2,5 milliards de dollars d'appui financier pour justement se départir des fuels lourds. Oui, ça va. C'est des promesses sur la base des attentes des États, des agréments de collaboration et autres. Mais on a l'expérience. Les promesses sont faites, elles ne sont pas tenues. Certains États ont l'impression, ou bien on donne l'impression à certains États de bénéficier de ces financements, mais le schéma est clair. Pour changer la trajectoire vers un développement sobre, il faut des financements. Les technologies les plus propres sont, pour le moment et pour la plupart, les plus coûteuses. Et les choix à faire vont se faire pour un pays, mais en fait pour le monde entier. Parce que la pollution peut être locale, mais l'impact est global. N'est-on pas dans un jeu de dupes finalement? Parce que si on parle de ressources, le potentiel, c'est dans les pays du Sud. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne s'achemine pas à une autre forme de diktat? Bon, je veux dire que nous avons notre destin en main. Donc, penser que les financements vont être mobilisés ailleurs pour notre développement, c'est un peu se leurrer. Nous avons les ressources qu'il faut, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient humaines. D'ailleurs, le continent africain s'en vante, une population très jeune, un continent sous-peuplé, je tiens à le dire, un continent sous-peuplé. Donc, il y a encore de la marge côté croissance de la population. C'est-à-dire une main-d'œuvre, c'est-à-dire un marché. Nous avons en fait notre destin en main. Nous devons nous-mêmes, de façon endogène, trouver le moyen de mobiliser. Est-ce que ce n'est pas à l'Afrique de donner le ton aujourd'hui? Par exemple, quand on dit Afrique, ce n'est pas simplement l'Afrique, mais ces pays en développement qui ont du potentiel. Est-ce que il ne revient pas aujourd'hui, parce que ce sont les moins pollueurs, de donner le ton justement pour préserver cet écosystème-là?
Exactement, c'est la position que nous allons avoir dans les prochaines COP, donc la COP 28. Il faut que l'Afrique parte, ou les pays du Sud partent avec une position forte. Comme je l'ai dit précédemment, le Sud est la solution. Le Sud peut s'embarquer vers un développement sobre. Le Sud a besoin des moyens pour le faire, des moyens financiers, mais le Sud peut aussi mobiliser ces moyens en développant des marchés dans le Sud. Parce que c'est le même Sud qui est pointé du doigt en termes de population et de potentiel d'expansion en termes de population aussi. Mais c'est un marché. Ça veut dire un marché. Donc, les produits verts qui peuvent être générés parce que les ressources sont disponibles peuvent faire l'objet d'un grand marché, qu'il soit africain ou qu'il soit un marché du Sud. Donc, il y a moyen de mobiliser les financements en interne. On ne va pas chaque fois attendre que le G20, l'OECD réfléchissent pour nous, décident de quelle trajectoire ou bien de quel nouveau vous rejoignez un type de financement Nana Akufo-Addo qui, lors du US Summit, Africa Summit, reprécisait que les dirigeants africains devraient peut-être sortir de cette logique de dépendance à l'aide internationale. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, à l'ouverture, si on revient au sommet de Paris, dans son allocution d'ouverture, Emmanuel Macron précisait qu'aucun pays au monde ne devrait, au moment où on parle de transition énergétique, avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection de la planète. C'est comme une double peine pour les pays du Sud, parce qu'on n'a pas encore tourné la page il faudrait le dire, de la famine, parce qu'il faudrait dire que plus de 80% de la population, surtout en zone rurale, vit sous le seuil de la pauvreté. C'est dire qu'il y a un problème d'abord social avant de parler environnement. L'environnement, c'est notre capital. L'environnement, c'est notre capital. Nous devons le préserver. Ça, c'est indéniable. C'est parfois même naïf de penser qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Donc, vous savez, chez nous, depuis la nuit des temps, on a pratiqué la durabilité. On a pratiqué la jachère, on a pratiqué le recyclage. On l'a toujours fait en Afrique. Même chez nous, dans les villes. Je me rappelle à la maison, on avait toujours un petit... Jusqu'aujourd'hui, on a ce verger où on a eu beaucoup de plantes, beaucoup de nourriture. On l'a toujours pratiqué en Afrique. Mais on n'en a pas fait de la publicité. Donc, ce n'est pas un choix à faire. On veut passer d'une étape à une autre. Le seuil de pauvreté, tout ça, c'est défini selon un certain nombre de standards. Nous allons définir les nôtres et nous allons choisir, en fait, nos priorités. Donc, dépendant de là où on se trouve, la priorité... Que cache cet intérêt? Que cache cet intérêt? L'intérêt, cet intérêt, pour moi, ça cache le fait que nous soyons la solution. Nous sommes la solution. Donc, il faut mettre la solution sur la table. Est-ce que c'est pas... on n'est pas en situation de guerre de métaux et de minerais, parce qu'on sait que l'avenir de demain repose justement sur ces ressources rares, donc le continent africain regorge. Si vous voulez, le fonctionnement du monde va être aujourd'hui, ça l'était hier, aujourd'hui, demain, ça sera une guerre aux intérêts, ça sera une guerre économique, ça sera des jeux pour maîtriser, avoir des ressources, avoir la même mise sur des ressources. Mais maintenant... Surtout des ressources bas carbone, il faut préciser. Oui, et c'est pour ça que j'ai dit... l'Afrique et le Grand Sud est aujourd'hui à un autre tournant pour le monde. Nous sommes la solution à la question réchauffement climatique. Nous avons le pouvoir, de par nos ressources naturelles et de par notre population jeune, de courber ce réchauffement-là. Donc aujourd'hui, vous voyez, on parle des commodités carbone. Hier, on a produit le cacao, le café. D'autres ont fixé les prix. Donc même aujourd'hui,
dans ce même tournant, nous sommes en train de produire, si vous voulez, si on peut utiliser ce terme, nous sommes en train de produire les réductions d'émissions. Le Grand Sud produit les réductions d'émissions et le Nord va continuer à fixer le prix. Donc, étant dans ce carrefour, l'Afrique et le Grand Sud a cette opportunité unique de dire, OK, nous avons besoin de cette commodité-là, qui sont les réductions d'émissions, et parce que venir parler d'un nouveau pacte financier équitable et autres, dans ce schéma où vous avez la solution et nous fixons le prix, il n'y aura pas de différence avec l'ancien fonctionnement financier du monde. Donc, nous avons cette opportunité, il faut développer ce marché, et développer ce marché passe par des réformes fortes, passe par le besoin de développer nous-mêmes des méthodologies et un marché, et puis d'y investir nous-mêmes. Parce que lorsqu'on attend que ce soit les étrangers qui investissent, on va toujours parler de dette ou bien on va toujours parler de attirer des investissements. Il est plus qu'urgent, peut-être si on prend exclusivement le cas de l'Afrique, d'asseoir véritablement cette zone de libre-échange continentale pour que ce marché africain puisse véritablement exister et avoir une force, un contrepoids, faire office de contrepoids. Il n'y aura même plus on ne pourra plus parler de contrepoids lorsque cette zone de libre-échange sera implémentée. Parce que ce soit au niveau de l'économie verte, que ce soit au niveau des commodités, on pourra les échanger entre nous. Et quand je parle de commodités, je parle aussi des commodités en termes de carbone. Les réductions d'émissions. Toutes les sociétés implantées en Afrique, multinationales ou pas, devraient pouvoir payer leurs droits d'émission. Et ça peut se faire en développant un marché carbone local, ou un marché carbone régional, ou un marché carbone africain. Réfléchir à des taxes spécifiques. Exactement. Certains pays ont commencé, l'Afrique du Sud, et aujourd'hui nous en avons un peu lorsque vous faites une évaluation environnementale et sociale pour avoir votre permis ou bien votre certificat de conformité, il y a des frais que vous payez. Et puis vous êtes tenu à remplir un cahier de charges qui est dans votre plan de gestion environnementale et sociale. Donc, c'est subtilement introduit, mais lorsqu'on va le faire comme une commodité, comme un marché carbone, dans lequel les acteurs, c'est nous en Afrique, les acteurs, c'est les gouvernements africains, avec une maîtrise de la chose, avec une maîtrise des prix liés au potentiel d'abattement, on sera bien plus avancé et on parlera moins d'avoir besoin des financements d'ailleurs pour réduire les émissions. Et ce sera bénéfique pour le monde, pas seulement pour l'Afrique. Donc les financements dont on parle, on peut les trouver, on peut les mobiliser. Donc ça, j'en ai la certitude. Ajay Banga, le nouveau président de la Banque mondiale, parle de la nécessité de mettre en place de nouveaux instruments de l'aide internationale dont veut se départir l'Afrique. Mais comment ça, c'est encore la question. Le Sénégal, par exemple, pour réduire sa dépendance au fouet lourd, va bénéficier d'un appui financier de 2,5 milliards d'euros. La Zambie a vu la restructuration de sa dette de 6,3 milliards de dollars sur 18,6 milliards d'emprunts étrangers. Sans des politiques nationales efficientes, est-il possible pour ces pays d'asseoir un développement durable? Je crois qu'il faut... la question de la dette est cruciale. Donc, aujourd'hui, parler de développement durable, investir dans la recherche et le développement, investir dans les technologies vertes, investir dans l'entrepreneuriat des jeunes dans ce sens-là, demande à ce qu'on puisse mobiliser les financements différemment. Donc, je vais prendre des exemples. Nos pays mobilisent les financements locaux par des taxes, des impôts, de la douane, etc. Le développement des nouvelles technologies, de l'entrepreneuriat, malheureusement en ce moment demande beaucoup d'importations. Et si nos États essayent d'élargir leurs assiettes fiscales en facilitant
le déploiement de nouvelles technologies et l'entrepreneuriat jeune. La diversification des économies. Et en soutenant nos jeunes qui sont dans les universités, qui ont plein d'innovations, mais qui n'arrivent pas à les déployer ici et vont plutôt le faire ailleurs, prenant même les nationalités d'ailleurs, nous perdons beaucoup. Donc, il y a des petits changements. Des politiques publiques qui doivent être menées, opérées pour faciliter l'éclosion de l'entrepreneuriat des jeunes, une explosion du secteur privé en Afrique, et puis... Sortir de cette dépendance aux importations. Exactement. Et nous allons avoir nos cartes à main en ce sens-là. Il y a un know-how. Exactement. Le know-how existe. Le know-how est là et on n'a qu'à voir. Nous avons vu pendant la période de la Covid le nombre d'innovations parce que l'importation était fermée, il n'y avait pas de mouvement et il fallait trouver des solutions à la pandémie. On a vu combien de jeunes ont pu tirer leur épingle du jeu en nous sortant de belles innovations. Donc le know-how est là. Et quand on regarde les start-up, les concours qui sont menés un peu partout en Afrique sur cette thématique-là, il y a beaucoup de jeunes Africains qui sortent des produits ou des solutions merveilleuses, mais qui ne peuvent pas être soutenus par leurs États et qui finissent par être patentés ailleurs. Donc ça, c'est la donne à changer. Et ça va nous permettre de remobiliser les financements qu'il faut. Et ça, c'est très important et ça fait partie de la solution. Et comme je dis, lorsque les pays du Sud auront leur destin en main, le monde entier ira mieux. Parlons à présent des coûts de cette transition écologique pour les pays africains, dont le Cameroun. Est-ce que ces coûts-là ne seront pas démultipliés quand on sait que la résilience a été sérieusement fragilisée par les polycrises en Covid-19, la guerre en Ukraine et bien d'autres? Vous savez, on a souvent... je fais souvent des formations. Je suis un des formateurs de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et je traite généralement des questions transition énergétique, énergie et climat. Et on a souvent, ce qui revient le plus chez des jeunes, c'est pourquoi c'est à nous de faire cette transition. Est-ce que nous polluons? Pourquoi on doit le faire aujourd'hui? Ça coûte. Mais j'ai envie de dire que pas forcément. Il y a 10 ans, la transition énergétique aurait été beaucoup plus coûteuse qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on paye le prix fort de ne l'avoir pas fait. Donc, si vous incluez le coût de la lutte pour l'adaptation aux effets de changement climatique, si vous incluez le coût des catastrophes qui sont liées à ce dérèglement climatique, y compris ceux dans la santé, parce qu'il y a de fortes corrélations, ne pas aller vers cette transition énergétique sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, le débat ne devrait plus être là. Le débat serait comment mobiliser les ressources pour le faire. Et même en termes de technologie. C'est un débat tout de même qui fragilise aujourd'hui. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud, où la question de la transition énergétique se pose, est-ce que l'Afrique du Sud, par exemple, peut se départir du charbon, puisque l'essentiel de son énergie électrique vient justement... La transition, c'est d'aller vers des sources plus propres. Mais, des sources bas carbone. Oui. Du coup, moi, je dirais partir d'une centrale à charbon au soleil, par exemple, ça peut être, c'est un changement drastique, c'est parfait en termes d'émissions. Il y a des risques, il y a en termes d'emploi, c'est vrai, c'est bénéfique pour... plus cher. Oui. Mais on peut aussi partir d'une centrale à charbon à une centrale à charbon qui intègre des technologies de captage et de stockage du carbone qui est émis. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on a une ressource pleinement disponible, on n'est pas obligé de mettre cette ressource à côté. Il faut voir comment exploiter cette ressource-là durablement. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas oublier la ressource qui m'est disponible tout de suite et à moindre coût et me dire tout simplement non,
parce que c'est mal vu, parce que c'est sale, je vais l'oublier. Non, il faut trouver le moyen de l'exploiter plus proprement, plus sobrement. Et on sera toujours en train de parler d'une transition. Qu'est-ce qu'on veut? C'est réduire des émissions. C'est un pays confronté à une crise énergétique parce que, en termes de délestage, le pays enregistre pratiquement près de 12 heures de coupure d'électricité par jour. C'est énorme. Justement, donc lorsque c'est énorme, j'ai un collaborateur sur un projet aujourd'hui qui est au Cameroun en ce moment, qui est sud-africain, et qui m'a confié ces jours qu'il y a quelques années, lorsqu'ils ont pensé à équiper leur cité résidentielle d'énergie solaire, c'était trop cher, ce n'était pas intéressant. Personne ne voulait le faire. Aujourd'hui, c'est la course. Aujourd'hui, c'est la course. Il n'y en a même plus. Ils n'arrivent plus à trouver de la disponibilité pour switcher. Donc, vous comprenez que c'est pas chaque fois qu'on pourra investir vers des technologies plus propres et en tirer profit, il faudra le faire. On ne le fait pas forcément parce que le monde entier le demande, mais il faut aussi le faire parce qu'on en a besoin. Si vous voulez, si on prend le cas du Cameroun, l'électrification rurale, ça peut se faire par l'expansion des réseaux ou ça peut se faire par du décentralisé. Faire l'expansion des réseaux, c'est extrêmement coûteux parce qu'on porte des lignes sur des milliers de kilomètres, parfois inhabitées. Des zones enclavées. Et enclavées aussi. Alors que peut-être le solaire, aujourd'hui, nous donne l'opportunité d'électrifier. Il faut préciser que vous accompagnez justement les collectivités territoriales décentralisées dans l'électrification au solaire. Par exemple. Est-ce qu'en termes de coûts, oui, justement, vous parliez de coûts, quelle est l'approche? Parce qu'on a les a priori, on pense que le solaire, c'est encore élitiste, assez coûteux. Et il y a aussi la question de l'entretien après installation. 1 kilomètre de réseau électrique, si je ne me trompe pas, se trouve autour de $1 million. $1 million, c'est à peu près 500 à 700 kilowatts crête solaire avec stockage. Je parle d'1 kilomètre de réseau. Donc, si on veut faire le parallèle, parler d'extension de réseau partie de grandes centrales que nous avons ou qui sont à construire pour aller électrifier des villages et le comparer à des technologies qui peuvent se faire très rapidement et localement, et en termes de coûts, malheureusement aujourd'hui, pour tous ceux qui doutent ou pour tous ceux qui ont des appréhensions, le solaire sera moins cher. Mais si vous avez de la ressource hydroélectrique disponible dans un village A, il faut construire son barrage, évacuer dans le village, et puis il faut construire sa centrale, évacuer dans le village. Si on prend par exemple, prenons le septentrion, loin de la Benue, parce que vous allez parler des ressources hydrauliques. Qu'est-ce qu'une collectivité ou par exemple un village gagnerait à transiter pour le solaire? Il y a des localités aujourd'hui, justement dans le septentrion, où pour avoir de l'énergie électrique, des gens payent 400, 350 à 400 francs CFA le kilowattheure. Dans nos villes ici, lorsqu'on est connecté, on a la tranche sociale qui est à 50 francs. On a 90 francs, je pense, pour plus TVA pour la tranche supérieure et un peu plus encore. Vous comparez, prenons même 100 francs. Quand vous comparez à 400 francs qu'on paye en zone rurale enclavée pour avoir l'énergie, vous comprenez que venir mettre une centrale solaire, par exemple, c'est facile. Venir mettre des éoliennes, c'est facile et c'est moins coûteux. Donc, on a tendance à croire que c'est des nouvelles technologies, c'est cher,
mais leur absence est beaucoup plus chère parce qu'on va se retourner vers des solutions qui seront des groupes électrogènes. Nos centrales thermiques coûtent énormément à l'État. C'est à cause de nos centrales thermiques qui fonctionnent au fioul lourd ou c'est à cause de ces centrales que l'État camerounais doit subventionner. Nous payons les tranches sociales ou 100 francs CFA le kilowattheure à l'échelle domestique parce que l'État subventionne. Monsieur Alemsa, revenons un peu sur la voix des pays du Sud, du Grand Sud. Lorsqu'on parle de mettre à plat la finance mondiale, comment ces pays peuvent influer quand on sait que la plupart, ce sont des pays sous-représentés lorsqu'on parle d'organisations financières internationales. Si on prend le Fonds monétaire international, si on prend la Banque mondiale et si on prend par exemple le G20, on comprend peut-être rien qu'à partir de cette illustration que c'est simplement de la poudre aux yeux. Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui va se passer, c'est le monde, c'est la beauté du monde. Aujourd'hui, la mondialisation a ouvert les yeux aux jeunes. Ça a ouvert des frontières inimaginables. Nous avons le BRICS, le fameux BRICS qui fait trembler tout le monde, mais qui suit sa propre trajectoire en disant à tout le monde, écoutez, nous sommes prêts à vous accompagner et dans les meilleures conditions. Donc, ce nouveau pacte, est-ce que c'est pour contrecarrer, est-ce que c'est pour s'adapter, c'est pour anticiper aux effets futurs de ce que le BRICS va proposer? Ça, c'est une question. Mais dans tous les cas, tout ce que j'y vois pour les pays du Sud, c'est une opportunité. Dans tous les cas, on a retenu avec Paris qu'il y aura, par exemple, une possibilité de réexaminer la dette telle qu'elle est pratiquée jusqu'aujourd'hui. On table encore sur des promesses. C'est vrai que de façon concrète, il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à une finalisation de ce que ce sera. Mais dans cette logique de promesses, on retient simplement qu'un pays, par exemple, sur le continent africain qui fait face à une catastrophe météorologique, verra une pause sur sa dette, le temps peut-être de résorber ce problème avant qu'on ne reparle. Il y aura aussi plus de possibilités de faciliter d'avoir accès à la dette parce qu'on estime que le process qui est actuel est assez lourd et implique parfois d'énormes restrictions aux pays du Sud. Est-ce que ce vent amené par les BRICS est en train de souffler? Et on est aussi, il ne faut pas éluder le fait que sur le continent, la Chine est le premier créancier. Par exemple, si on est sur le continent africain, est-ce que ce n'est pas une volonté aussi pour Paris, Paris qui n'est pas tout aussi bien positionné sur le continent africain? Vous pensez que la voix de Paris puisse vraiment compter dans cette logique d'impacter la finance mondiale? L'impact, je pense que les pays du Sud ont leurs cartes en main. Il y a un concept qui est né récemment, le Natural Capital Accounting. Donc, c'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, un pays, lorsqu'on parle de finances, est classé par rapport à son produit intérieur brut ou sa production de façon globale. Mais imaginons qu'on compte, si je prends le cas du Cameroun, qu'on dise qu'on regarde le PIB du Cameroun, on l'ajuste avec ses ressources naturelles, parmi lesquelles les terres rares, récemment découvertes, c'est ce qui fait le buzz aujourd'hui. Si on met le fait que le Cameroun est dans le bassin du Congo, ça veut dire fait partie du premier poumon mondial. Donc lorsqu'on va mettre le poumon du monde, on va mettre les ressources naturelles, on va mettre la population qui est jeune et on va mettre sa situation géographique, le nombre de pays avec le Nigeria à côté et puis l'accès à la mer. Si on met tout ça dans une équation et qu'on vous demande de calculer la valeur du Cameroun,
elle sera très, 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 très élevée. Et dans cette nouvelle structure d'évaluation de la valeur des pays, on se rendra compte qu'on est bien plus riche que ce que la finance mondiale nous dit, nous fait croire, en fait. Et ça devrait être du produit intérieur brut, mais du potentiel. Du potentiel, oui. Parce que même lorsqu'on évalue les entreprises pour leur donner des prix dans un marché financier, on n'évalue pas que la production de cette entreprise, on évalue aussi son potentiel. Son potentiel. Donc, parler d'un nouveau pacte, si ce n'est pas un leurre, il faudrait inclure le potentiel. Et en plus de ce potentiel, il faudrait inclure le potentiel d'abattement des émissions de gaz à effet de serre, donc le potentiel que chaque pays a pour lutter contre les changements climatiques. Donc, si tous ces éléments ne sont pas mis sur la table, alors c'est un nouveau leurre, c'est juste de la distraction encore. Et je le dis et j'insiste, nous avons les cartes en main, nous sommes à un nouveau carrefour et on a la possibilité de développer ces marchés et d'évaluer nous-mêmes notre valeur. Les technologies existent, on a plein de jeunes qui sont formés, qui sont même à la NASA. Ils peuvent évaluer le potentiel de chaque pays africain en incluant les ressources naturelles, les ressources humaines et tout le potentiel que nous avons. Et en ce moment-là, à contrario, on pourrait aussi parler de l'origine de la dette. C'est quoi l'origine de cette dette? Si je vous ai pris des ressources que je n'ai pas payées à son juste prix, normalement, la dette devrait être effacée. S'il faut réévaluer le coût des ressources naturelles qui sortent des pays du Sud, s'il faut les mettre à leur juste valeur, il n'y aura pas de dette, en fait. Donc, je pense qu'y aller en se disant, s'il vous plaît, il faut qu'on voit comment on va effacer nos dettes, il faut qu'on voit comment on va mobiliser les financements de vous. Parler de l'aide aujourd'hui, ce n'est pas opportun de parler d'aide en 2023. C'est une collaboration pour le développement, c'est une collaboration pour la lutte contre les changements climatiques. C'est gagnant-gagnant. C'est pas de l'aide, en fait. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et même peut-être plus bénéfique pour l'Afrique, et pour les pays du Sud. Mais non, à vous écouter, on est loin de ce Big Bang souhaité. On n'est pas loin, pas du tout. Parce que nous sommes dans le domaine depuis 2008. On fait partie des premiers bureaux d'études travaillant sur la finance climat, portés par des Africains, fondés en 2008 en Allemagne. Le potentiel a toujours existé. L'Afrique a seulement voulu fermer les yeux chaque fois. L'Afrique se réveille un peu tard en matière de finance climat. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Paris a renouvelé cet élan. Paris a donné de l'espoir, la COP à Paris en fait. Et aujourd'hui, tout le monde court vers l'Afrique et court vers le Sud, l'Afrique aussi en particulier, à la recherche de projets qui ont un fort potentiel de réduction, à la recherche des mangroves à protéger, à la recherche des forêts à reboiser et à protéger. J'ai envie de dire, it's our time again. Il faut capitaliser. Il faut aller aux prochaines négociations. Ça veut dire que la balle est dans le camp des dirigeants africains. Exactement. Donc, les dirigeants africains doivent... Les plus futés gagneraient à saisir cette opportunité. Exactement. Et pour le faire, on a besoin de réformes. Et pour le faire, on a besoin de renforcement de capacités. On a besoin de développer des marchés d'échange de ces commodités-là et de définir les prix. On ne va pas tomber dans les mêmes pièges que le cacao, le café, lorsqu'il s'agira du carbone aussi. Sinon, on n'apprend pas. Il faudrait déjà commencer à stopper l'exode de l'intelligentsia africaine. Bon, ça c'est une autre question. Dans un monde où on veut que tout le monde soit libre de se mouvoir, il faut plutôt donner... Il faut des politiques accompagnatrices, des Exactement. politiques qui vont il faut donner l'envie à ceux qui sont partis de revenir et à ceux qui sont là de rester. Vous parliez justement de la difficulté des jeunes entrepreneurs. Si on prend simplement le cas du Cameroun, il faudrait peut-être alléger des process, accompagner ces génies créateurs, parce que ce n'est pas le talent qui manque. Vous avez dit le know-how, le potentiel, il est là. Oui, et il faut le faire. Et nos gouvernements ont besoin de le faire. Mais nous aussi,
privé. Dans le secteur privé. Nous avons besoin de le faire. Il faut une collaboration entre l'éducation, le secteur privé. Il faut partir de ce qui est facile, de ce qui est classique, c'est-à-dire l'import-export. Il faut que nos milliardaires prennent des risques dans la technologie, dans l'accompagnement des jeunes. Ce qui nous amène à poser la question de 2008 à 2023, vous êtes sur le terrain. Est-ce que les opérateurs, si on prend les investisseurs africains, comprennent la nécessité justement d'accès dans la logique de l'écologie? Ça vient tout petit à petit. Aujourd'hui, on a des entreprises qui veulent de l'énergie propre, qui veulent faire de l'efficacité énergétique, qui se sont bien rendus compte qu'un produit qui portait le label bio se vendait plus cher, un produit qui était green était plus attractif. Cette conscience-là commence à venir. Et on a de plus en plus, regardez seulement le monde de l'audiovisuel. Nous avons grandi avec CTV et CRTV. Aujourd'hui... Il y a une floraison. Exactement. Il y en a qui comprennent qu'il y a de nouveaux métiers, ça crée de l'emploi. Et qu'on soit aujourd'hui en train de parler de green, ça fait partie des victoires aussi. Ça veut dire qu'il faudrait former aussi, passer par la formation. Exactement. Dans le domaine. Nos écoles forment, mais il faut former pour les utiliser. Des formations diplômantes. Exactement. Il faut former pour quelque chose. Donc que nos écoles commencent à former des gens qui sortiront développant des produits et des services et qui seront immédiatement vendus dans nos marchés. En fait, tout le potentiel est là. Il faut juste une plateforme et il nous faut aussi, je dirais, un élan de patriotisme qui dit personne ne viendra développer nos pays. Et ce n'est pas la charité qu'on doit demander. Nous allons le faire nous-mêmes. Voilà. Hervé Azemza, directeur général de S2 Services. Voilà. Merci d'avoir été notre invité, l'invité de la rédaction. Avec vous, on est revenu un peu sur les enjeux des assises de Paris au moment où on parle de transition énergétique, au moment où on veut contrer le réchauffement climatique. Les pays du Sud, vous l'avez dit, doivent saisir cette opportunité pour se mettre devant de la scène parce que ces pays regorgent d'un potentiel énorme et de ressources à un moment où on veut mettre à plat la finance mondiale. La voix du Sud devrait et doit compter. Il faudrait avoir un autre mindset pour aborder cette transition ultime pour qu'on ne retombe pas dans les travers d'après-guerre où le monde avait été configuré par les gagnants de ces guerres-là. Aujourd'hui, l'Afrique, notamment, si on se penche uniquement sur l'Afrique, a du pain sur la planche. Ce n'est pas le potentiel qui manque. On attend la suite. Peut-être à la COP 28, on aura peut-être de grandes décisions. On ne veut pas lire dans cette boule de cristal, puisque n'étant pas magicien. On se remet à l'actualité qu'on suivra de bout en bout sur Dash News pour savoir comment se porte le monde. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est ainsi que se referme notre numéro de l'invité de la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Moi, je vous remercie. À très vite sur Dash News.